Bienvenue dans le prétoire du tribunal de l'actualité pour cette ultime audience qui s'intéresse à la situation économique difficile que traverse le Burkina. Et pour décrypter cette situation entre état des lieux et perspectives, nous avons convoqué aujourd'hui Idrissa Mohamed Ouedraogo, agrégé des facultés de sciences économiques et président du comité directorial du centre formation, orientation et recherche pour la gouvernance économique Forge Afrique. Bonjour professeur Ouedraogo et merci d'honorer notre convocation. Bonjour, c'est un plaisir pour moi. Avec moi pour ces échanges, le juge Bernard Bougma. Bonjour. Bonjour président, bonjour madame, messieurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Twi TV, la télé interactive et en simultané sur Watt FM, votre radio 100% urbaine. Et sans tarder, voici la séquence avant-propos que je convoque après. Juge Bougma, c'est à vous pour l'avant-propos du jour. Merci président. Mon avant-propos, c'est à la suite de l'avant-propos d'ailleurs que j'ai donné hier sur les groupes électrogènes où les uns et les autres peinent à avoir du carburant, puisque quand vous arrivez avec les récipients, ce n'est plus admis, parce que pendant la crise de carburant, le gouvernement avait donné ordre aux différentes stations-service de ne pas servir dans les bidons. Conséquence, aujourd'hui, il y en a effectivement qui ont des problèmes parce que la mesure n'est pas levée et puis elle n'a pas été accompagnée d'autres mesures qui facilitent la tâche à certains qui utilisent le carburant, pas seulement dans leurs moyens de déplacement. Vous avez un groupe électrogène, vous utilisez du carburant, il y en a qui l'utilisent pour la maintenance de certains appareils, donc qui doivent être nettoyés avec de l'essence, donc avec du Super 91. Donc vous partez, le pompiste dit je ne sers pas. Vous avez des clients qui attendent, vous avez des appareils à être, qui doivent être réparés. Je le dis parce que hier, après mon avant-propos, j'ai eu beaucoup de réactions inbox, en privé, où effectivement des particuliers se sont confiés à moi pour dire que effectivement ça tombe à pic parce que c'est un véritable problème à leur niveau. Pour avoir du carburant, pour faire la maintenance dans leurs ateliers, c'est devenu très compliqué. Je ne parle pas de ceux qui utilisent le groupe électrogène et c'est devenu vraiment compliqué. Donc il y a nécessité à revoir. Soit on suspend la mesure, ou bien on trouve des mesures d'accompagnement, s'il faut mettre un document à disposition pour que ceux qui sont réellement dans ces conditions-là, dans ces situations, viennent justifier auprès des autorités compétentes avec le papier et puis avoir un laissez-passer ou je ne sais pas moi, qui leur facilite la tâche. Parce qu'on veut régler un problème mais on est en train de créer un autre problème. Mais surtout que nous sommes en train de rentrer dans le pic de la chaleur avec les délestages à profusion. Les groupes électrogènes vont vomir beaucoup au niveau des entreprises, même au niveau des familles, et je ne sais pas comment est-ce que on va s'en sortir dans cette situation. Donc l'interpellation est toujours faite au ministère du Commerce, à la SONABI, de pouvoir trouver une solution rapide à une telle situation qui est en train de devenir un problème entre des particuliers et des pompistes, et puis les pompistes aussi et leurs patrons. Vous cachez pour servir, si le gérant vous prend, vous êtes sanctionné. Si le gérant tolère et que son patron lui prend, il est sanctionné parce que chacun protège sa tête, mais à côté, il y a un client qui a besoin d'être satisfait, il y a un citoyen qui a besoin d'être satisfait. Il y a un client, il y a un citoyen, ils ont tous besoin d'être satisfaits. Il y a les entreprises qui ont besoin de ce carburant pour faire tourner leur machine, pardon. Il y a beaucoup de situations à régler et il va falloir donc regarder par tout cela et trouver le juste milieu afin de permettre au groupe électrogène de fonctionner, d'autant que bientôt on va avoir ce pic de chaleur. Merci juge Bougma pour cet avant-propos qui cède maintenant la place aux questions de généralité avec notre convoqué du jour. Il s'appelle Idrissa Mohamed Ouedraogo, agrégé des facultés de sciences économiques. Il est ancien responsable du centre d'études, de documentation, de recherche économique et sociale, CEDRES, et du laboratoire d'analyse et de politique économique. Le professeur Idrissa Ouedraogo est le président du comité directorial du centre formation, orientation et recherche pour la gouvernance économique, c'est Forge Afrique. Question de généralité, Bernard Bougma.
Bon, question de généralité, compte tenu de l'ampleur du sujet et de l'étoffe de l'invité, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut associer ou dissocier en termes de généralité ou pas. Bon, moi, mais je vais beaucoup plus aller sur la monnaie commune qui a été évoquée, qui depuis des années 80 est dans les tuyaux mais qui ne bouge pas. Je parle de la monnaie de l'espace CEDEAO. Oui, aujourd'hui, la machine est grippée. Je pense qu'en 2019 ou c'est 2018, il était dit que c'est le Togo seul qui remplissait les critères de convergence, les autres pays non. Il y avait aussi le débat du Nigeria qui est un gros morceau. Certains disent qu'il faut écarter le Nigeria et commercer avec le Nigeria sur les accords, mais ne pas faire entrer le Nigeria parce que c'est un gros risque. Mais finalement, aujourd'hui, le débat même... on n'en parle plus ou on en parle moins. Pour certains, ce sont les spécialistes qualifiés sur les questions de monnaie qui doivent en parler. Bon, les activistes et autres chroniqueurs qui ne s'y connaissent en rien en matière de monnaie ne doivent pas en parler. Alors aujourd'hui, la meilleure formule pour aller à cette monnaie commune, c'est quoi, professeur? Merci bien. Déjà, une observation. En fait, j'aime bien dire à mes étudiants que l'économie, c'est le bon sens. Et tous ceux qui ont du bon sens peuvent parler de l'économie. Et donc, chroniqueurs ou non spécialistes, ou non spécialistes doivent pouvoir parler de l'économie parce que c'est ce qu'ils vivent au jour le jour. Et ça touche chacun dans son quotidien. Et donc, on est tous attitrés à pouvoir parler. Nous, en tant qu'économistes, on peut effectivement, derrière ce que nous observons, essayer de voir quel est le fonctionnement, le mode de fonctionnement de ces faits, de ces éléments. C'est ce que nous pouvons faire en plus. Autrement dit, en fait, l'économie appartient à tout le monde et tout le monde peut en parler, y compris donc tous ceux qui on estime être en fait des activistes ou des chroniqueurs. Tout le monde peut en parler. Alors ceci étant dit, pour revenir à la question de la monnaie commune éco dont vous souhaitez qu'on parle. C'est vrai qu'il y a eu en fait des débats autour de cela. Il y a eu en fait un certain nombre, il y a eu des accords entre-temps au niveau donc de la CEDEAO de façon générale. Et on a observé après cela que effectivement il y a le chef d'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le chef d'État français qui en fait ont décidé de lancer cette monnaie commune de façon unilatérale, de façon isolée. Et ce qui en fait j'allais dire retarder le processus, parce que dire que des États ne sont pas prêts ou que certains ne doivent pas être dedans. En fait, une monnaie est forte lorsqu'elle est adossée à une économie forte. Et nous, nos économies, en fait, avec le Nigeria, je crois que ça constitue quand même un gros morceau et que nous pouvons, sur cette base-là, fonder une monnaie commune. Alors, ce qui est réellement à comprendre, c'est que ce qui nous est proposé actuellement avec l'écho qui a été, en griffe qui a été créé avec l'État français et le président ivoirien, en fait, ce sont des réformes qu'on a essayé de mettre en place, tout en essayant de maintenir l'ancien système du franc CFA. Et là, ça pose un problème, parce que quoi qu'on dise, tant que nous serons adossés à l'Europe, on va vivre toujours les mêmes problèmes que nous vivons. Et à mon avis, je crois que ce que nous devons regarder, en fait, c'est d'aller vers une souveraineté monétaire. C'est la seule chose qui importerait. Et du reste, au niveau de la CEDEAO, nous avons le Ghana, nous avons les Nigeria qui ont des monnaies. Et cette souveraineté nous permettrait de pouvoir avoir une monnaie qui reflète notre réalité. Parce qu'actuellement, étant arrivé à l'euro, en fait, nous avons une monnaie qui est surévaluée de fait, et qui ne fonctionne pas et qui ne fluctue pas en fonction des conditions économiques de nos pays. Or, la monnaie doit fonctionner en fonction des situations économiques de nos pays. Lorsque, par exemple, vous avez une monnaie surévaluée, il est évident qu'à ce moment-là, vos exportations sont relativement chères. Et vous devenez plus compétitif par rapport aux autres pays, hors de cette zone-là. Et or,
de fait, on doit chercher la compétitivité à travers donc la possibilité d'avoir une monnaie qui est flexible, un taux de change flexible, et lorsque la situation change, qu'on puisse éventuellement dévaluer et que la monnaie reflète la réalité. À ce moment-là, on pourra exporter. Nos exportations seront d'un coût relativement faible, en tout cas qui reflèterait nos économies. Et je crois que la seule chose à faire, c'est d'aller vers cette autonomie monétaire, cette souveraineté monétaire. Oui, aller vers cette souveraineté monétaire implique aussi une volonté politique forte. Finalement, on peut dire que c'est la politique, ou ce sont les politiques qui retardent la mise en commun de ces monnaies, puisqu'il y a plusieurs monnaies au niveau de notre sous-région. Et ce sont toutes ces monnaies qui doivent fédérer pour faire l'écho. Il y a donc la France qui joue à son jeu, et il y a les politiques, nos responsables, nos leaders politiques africains qui ne jouent pas franc jeu dans cette affaire, qui restent encore à la botte de la France, si on peut dire. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous que tant qu'il n'y a pas de volonté politique de la part de nos chefs d'État, on ne pourra rien mettre en œuvre. Ça c'est évident. Et cette volonté politique, effectivement, j'allais dire, elle manque lorsqu'on regarde comment les choses évoluent. Parce que depuis cette annonce en fait de l'euro en fait à Alassane Ouattara et Macron, personne d'autre n'a réagi en tant que tel. Il y a eu peut-être des réactions mais timides. Il n'y a pas eu réellement des tentatives de pouvoir revenir à ce qui était initialement prévu. C'était pas ça qui était prévu. Et donc, à mon avis, sur ce plan-là, je pense aussi que la réalité, c'est que nos chefs d'État parfois préfèrent la facilité. Parce que réellement, aller créer une monnaie relativement autonome et indépendante suppose quand même beaucoup d'efforts sur tous les plans. Et un travail sérieux à faire, un travail profond à faire pour pouvoir donc soutenir cette monnaie et pour pouvoir la conduire. Et parfois, on se préfère être dans cette zone de confort, on est tranquille, et puis bon, en réalité, nous avons un atout réel. Déjà, le fait d'avoir notre monnaie commune là est très importante. L'Europe a mis combien de temps pour avoir ça? Nous avons ça et on peut le faire. Et si on a cette monnaie commune là, on a ensemble, on maintient effectivement la monnaie commune. Il suffit tout simplement de retirer nos réserves de la Banque de France et la mettre dans nos banques centrales et arrimer notre monnaie à un panier de monnaie, avec les monnaies de pays avec lesquels nous commerçons le plus. Et je crois que ça devrait marcher. Oui, voilà. Ça devrait donc marcher. Il faut sortir de la tutelle française et affirmer notre indépendance monétaire. C'est la condition pour affirmer notre souveraineté totale et effective et indépendance réelle. Nous parlons justement d'économie au Burkina. On veut jeter de la lumière sur les ombres de notre économie nationale avec le ralentissement généralisé des activités, l'inflation exponentielle, une morosité qui se dégage. L'économie va mal un peu partout, c'est vrai. Pourtant, on dit que quand l'économie va, tout va. Par voie de conséquence, eh bien, quand l'économie s'enrhume, tout se grippe. Qu'est-ce qu'il en est vraiment, et notamment au Burkina, professeur Ouedraogo? Je suis heureux d'entendre que vous dites effectivement que lorsque l'économie s'enrhume, quand l'économie va, tout va. C'est vrai que l'économie amène à tout et tout amène à l'économie. Enfin, c'est vraiment, j'allais dire, très essentiel. Et pour ce qui est du Burkina, depuis un certain nombre d'années, on observe quand même qu'il y a en fait une certaine morosité, il y a une certaine léthargie de notre économie qui est relativement liée à aux situations que nous vivons, à la situation sécuritaire qui est très délétère, qui n'est pas vraiment très rose. Il y a aussi en fait la situation au niveau international. On constate que effectivement avec la guerre entre l'Union soviétique, enfin l'URSS, la Russie et l'Ukraine, et qui constitue en fait, qui crée en fait des tensions très fortes, notamment sur les économies, notamment des tensions inflationnistes très fortes. Et on observe aussi à quelques années avant la question de la pandémie Covid qui a effectivement affecté négativement nos économies. Tout ça fait que effectivement nous, surtout au Burkina Faso, et en 2022 par exemple,
exemple, on escomptait en fait un taux de croissance de 25%, je crois que, et de 5% plutôt. On est actuellement, je crois qu'on est en train de stabiliser vers 2%. Or, en 2021, je crois qu'on était à 6,50. Donc ça fait qu'effectivement, on observe que la situation économique est très mauvaise, si je peux pas en ces termes. Et lorsque vous regardez, je crois qu'on a tous vécu cela, et je crois que c'est ce que le juge est en train de soulever, la question du carburant par exemple, vous observez que nous avons les prix qui sont relativement, qui ont augmenté, qui ont flambé. Nous avons des taux d'inflation qui tournent, qui en tout cas, qui avaient tourné jusqu'à autour de 18%. Oui, le plus fort taux au niveau de l'espace UEMOA. C'est ça, tout à fait. Et ce qui, tout naturellement, affecte les agents économiques, le bien-être des agents économiques. En tout état de cause, je crois que, pour répondre en 2 mots à votre question, l'économie se sent très mal au Burkina Faso. L'économie va mal et cela touche toutes nos poches, cela touche tous nos ménages, cela touche notre quotidien, cela touche nos activités, cela touche nos professions. Bernard Boubou. Oui, mais quand vous étiez en train de faire le point, il y a plusieurs facteurs. Il y a la guerre en Ukraine, il y a l'action de, qu'on appelle ça, il y a le fait que nous sommes en lutte contre le terrorisme, donc il y a ces réalités-là qui sont là, donc il y a une pression qui est demandée sur le plan humanitaire pour l'achat de l'armement, pour voilà. Donc, mais justement, connaissant ces réalités, la question c'est comment on fait. Parce que c'est ça aussi la réalité. Parce que la guerre en Ukraine, pour certains, c'est une opération qui n'allait pas traîner, alors que la dimension d'ailleurs qu'elle est en train de prendre avec les pays de l'OTAN, ça présage que ça ne va pas finir très bientôt. Donc, c'est-à-dire que les jours et les mois à venir seront encore plus durs ou plus sévères que ça. Tout à fait. Il est évident que lorsque vous regardez les tendances, oui, en fait, les analyses qui sont faites pour apprécier l'évolution de l'économie en 2023, tous les experts estiment effectivement, comme vous l'avez dit, que compte tenu de la persistance de la guerre en Ukraine et aussi des tensions inflationnistes que nous continuons à observer, et au-delà de cela, il y a des difficultés au niveau donc, du secteur financier. Il est évident qu'en ce moment-là, effectivement, le système économique mondial va continuer à vivre dans cette situation de léthargie et très difficile. Et par ricochet, les économies africaines et l'économie burkina en fait vivront les mêmes choses. Que faire en fait c'est évident que on peut le dire de façon simple, mais c'est pas aussi facile que cela. C'est d'essayer de voir dans quelle mesure on peut se détacher le plus possible en fait de cette influence, de ces influences extérieures. Et quand vous regardez la structure de consommation dans nos pays, nous sommes tournés vers l'extérieur. Nous consommons en fait de façon générale tous des produits importés et nous ne consommons pas réellement ce que nous pouvons produire et nous ne produisons même pas. Donc nos structures économiques font qu'effectivement nous sommes fortement dépendants et tout ce qui touche l'extérieur nous affecte directement, de façon directe. Et je crois que c'est vraiment, il faut vraiment un travail de fond, un travail structurel de fond, ce qui n'est pas évident en 2-3 jours, en 2-3 ans. C'est un travail de longue haleine. D'accord. C'est un travail de longue haleine. D'ailleurs, vous avez accordé une interview récemment au quotidien Sidoya, c'était en janvier dernier. Et dans cette interview, vous notez justement que l'économie burkinabé a été fortement éprouvée en 2022, au point que l'on pourrait penser à une économie exsangue, presque en naufrage. La croissance économique a été compromise par l'instabilité politique, par l'instabilité sociopolitique due aux 2 coups d'État de 2022 et la dégradation de la situation sécuritaire. Fin de citation. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais si on vous suit bien, pour vous, l'économie burkinabé n'est pas encore exsangue ou en naufrage, mais en passe de l'être. Il faut parfois politiquement correct. Bon, c'est vrai que dans une interview, on ne va pas quand même. Mais sinon, c'est que nous observons. Et je dirais pas qu'il y a un naufrage total, mais en réalité, nous tendons vers là. Je me dis que si on ne réagit pas, on aura des problèmes sérieux. Et ce qui me désole de façon générale, c'est que
Malheureusement, nos décideurs publics parfois prennent des décisions qui, à mon avis, ne tiennent pas compte de ce que ça peut causer ou les effets que cela pourrait causer sur le plan économique, par exemple, et sur le plan Je prends l'exemple simple récent de l'histoire du 8 mars. On nous dit qu'effectivement, nous sommes dans une situation difficile d'insécurité où, en fin de compte, l'esprit n'est pas au fait. Ça, c'est qui est juste. Mais parallèlement, il faut comprendre quand même que ce type d'activité, sur le plan économique, engendre beaucoup de recettes, beaucoup de chiffres, génère des chiffres d'affaires, notamment à travers donc la confection des pains, tissés notamment, qui sont vraiment de la production locale, nationale. Est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant de dire tout simplement, faire de sorte que nous puissions être dans une situation, où comprendre qu'en fait nous sommes dans une situation de guerre et que ce que nous allons faire soit très sobre, c'est-à-dire mener à fêter de façon très sobre, permettre aux gens quand même de pouvoir produire leur pain et de les vendre. Porter un pain, on ne va pas sortir se balader et faire taper le tambour. Et là, ça va générer beaucoup de recettes, de chiffres d'affaires, et ça va générer des recettes pour l'État. Voyez-vous, ce sont des choses, on prend des décisions parfois, je crois que je peux en citer à profusion des situations comme ça où on n'observe pas réellement les effets que l'on pourrait avoir sur le plan économique. Et là, c'est vraiment désolant dans notre pays. Donc vous n'approuvez pas cette décision qui est tombée sur le tard d'ailleurs pour demander à ces femmes tisseuses de surseoir à leur activité, alors que justement ces femmes-là vivent de cette activité et c'était une occasion pour elles d'engranger un peu plus de sous. Tout à fait d'accord avec vous. Du reste, je le dis parce que dans les années 90, 95, 96, je crois, le Centre culturel français nous avait demandé, ils avaient décidé de faire une série de petites conférences et moi je devais travailler sur l'économie des fêtes. Et ce que j'ai observé, c'est que l'économie des fêtes, je parle des fêtes traditionnelles que nous connaissons, Tabaski, Noël, Pâques, Ramadan, y compris aussi, j'allais dire, les fêtes traditionnelles, je pense même des funérailles, etc., etc. Mais les ressources que cela génère sont immenses. C'est immense. Et parce que, on a quand même tendance à dépenser beaucoup. Et il y a beaucoup d'activités qui sont entrées. Là, on a pris le cas des tisseuses. Il y a aussi, aux côtés des tisseuses, vous avez les couturiers, les tailleurs, vous avez un certain nombre d'activités autour qui auraient pu quand même générer des ressources. Et voilà, je pense que on peut dire, en fait, il ne faut pas fêter bruyamment, mais laisser les gens au moins prendre le plaisir d'avoir ce pain-là et ça donnera du chiffre d'affaires à ceux qui travaillent dans ce domaine-là. Fêter dans la sobriété, voilà. En tout cas marquer les événements, mais laisser l'activité économique se faire, puisque de toute façon nous sommes en guerre et l'économie doit soutenir cette guerre. Et nous recevons aujourd'hui à cette audience du tribunal de l'actualité le professeur Idrissa Ouedraogo. Il est président de Forge Afrique. Forge, c'est formation, orientation et recherche pour la gouvernance économique. Et professeur Idrissa Ouedraogo est un agrégé des facultés des sciences économiques et de gestion. Oui, Bernard. Oui, dans la recherche de l'argent pour la guerre, le gouvernement a créé de nouvelles niches fiscales, donc en taxant la parfumerie, les alcools, les boissons, sauf l'eau. Voilà, les boissons, disons ça comme ça. Et certains, en tout cas certains produits de consommation. Alors pour certains, il y a d'autres niches il faut arrêter comme ça parce qu'il y a une pression fiscale également qui est... Quand on regarde, on tient compte de l'inflation. Est-ce qu'à la fin, les Burkinabés pourront supporter cette pression? Surtout s'il y a de nouvelles niches qui s'ajoutent. Oui, bon, c'est vrai que il faut chercher des ressources partout. On peut les avoir. Il faut aller les traquer là où on peut effectivement les trouver. Mais effectivement, comme vous le dites si bien, il y a des limites à ne pas dépasser parce que au-delà d'un certain taux de fiscalité,
la tendance est que effectivement ce que vous allez générer comme ressources soit relativement faible par rapport à ça. Parce que bon, les gens vont se divertir en fait de la consommation de ces produits-là. Parce que bon, quand vous regardez, c'est essentiellement beaucoup de produits sont des produits de luxe. C'est pas vraiment essentiel. Parfumerie, la boisson, il y en a qui sont accros, mais en fait ils peuvent s'en passer. Et si ça devient cher, ils vont s'en passer. Ou alors ils vont trouver des substituts. J'ai constaté de façon ironique où les gens disent qu'en fait il y en a plein qui sont partis vers le dolo, etc., etc. Donc ce qu'on veut rechercher, on peut le perdre. Je pense qu'il y a un taux optimal qu'il faut atteindre et peut-être ne pas dépasser ce taux-là. Si vous le dépassez, en fait les recettes que vous allez avoir vont baisser. Voilà. Les recettes vont baisser, nous dit professeur Idrissa Ouédraogo. Vous avez suggéré, et ça transparaît d'ailleurs dans vos premiers propos, une économie fondée sur nos réalités en comptant sur nos propres forces. On revient à cette prescription révolutionnaire de Thomas Sankara qui demande qu'on produise ce que nous consommons et que nous consommions ce que nous produisons. Sur quel levier on doit agir, quel levier on doit actionner pour asseoir cette politique aujourd'hui qu'on est en guerre et que cette idée de consommer ce que nous produisons et de produire ce que nous consommons nous rattrape quelque part puisqu'on s'est écarté de cette ligne. Oui, là aussi, je dirais qu'il suffit d'observer notre économie et de voir en réalité quels sont... on sait à peu près ce que nous consommons et ce que nous avons l'habitude de consommer et ce que nous pouvons produire sur place. Et si on arrive à identifier cela, on peut effectivement entamer en fait des politiques de transformation structurelle, notamment de transformation du côté de l'offre. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons en général, c'est que j'ai observé de façon générale, surtout lorsqu'il y a des problèmes, tout de suite, on essaie de relancer l'économie à travers la demande, c'est-à-dire essayer de voir, on va augmenter les salaires par-ci, on va donner les indemnités par-là. Les gens reçoivent de l'argent, ils sont contents, mais quand ils vont consommer, c'est des produits importés. Donc tout ce que vous avez injecté dans l'économie va à l'extérieur. Parce que nous n'avons pas une offre suffisante, on n'a pas une structure, des structures d'offres suffisantes qui permettent de produire suffisamment pour pouvoir absorber la demande supplémentaire. Donc je crois qu'il faut travailler beaucoup plus à ce niveau-là. Voir dans quelle mesure on peut appuyer et accompagner le secteur privé national pour la production de produits nationaux. Mais dans cette démarche, professeur, il y a ce que chacun doit faire pour changer de paradigme, comme a dit l'autre. Mais que doit faire l'État? Quelle est la responsabilité de l'État pour entraîner ce changement de comportement? La responsabilité de l'État, on peut voir de plusieurs façons. Déjà, j'ai dit qu'il faut accompagner, il faut qu'il accompagne. Parce qu'il faut qu'il y ait une certaine complémentarité entre l'État et le secteur privé. Quand je dis par le secteur agricole, par exemple, vous comprendrez que le secteur privé ne peut pas aller faire des barrages. On ne peut pas construire des routes pour aller vers les zones rurales, etc. Ça, c'est le rôle de l'État. Il suffit de mettre des infrastructures utiles à la production, par exemple. Je pense aux barrages, je pense aux routes et autres. Je pense à la fourniture d'électricité à des coûts relativement réduits, etc., etc. Ça peut déjà aider à pouvoir donc appuyer le secteur privé pour qu'il puisse produire de façon à des coûts relativement réduits et pouvoir donc répondre à notre demande. Vous observez que, par exemple, on a la production de riz à Bagré ou dans les Sourou et autres, et nous passons le temps à consommer du riz importé. Du riz importé, oui. De Thaïlande et autres. Tout simplement parce que le coût est relativement bas. Et comment se fait-il que les gens arrivent à produire là-bas? Ils arrivent à nous transporter et envoyer chez nous et c'est moins cher. Ils arrivent à nous vendre ça moins cher. Et à la limite, moi, État, j'aurais tout simplement fait de sorte qu'on puisse restreindre, qui est contingenter en fait l'importation d'un certain nombre de choses, de produits. Parce que ça vient concurrencer, ils sont compétitifs, ils viennent concurrencer nos produits sur place et la production nationale ne pourrait jamais se développer. Et tous les pays le font, les États-Unis le font.
Les États-Unis, quand ils sentent qu'effectivement une production locale, nationale est menacée, ils arrivent ils font des barrières, ils mettent des barrières. Et pourquoi nous ne le ferons pas? Et je crois que ce sont des choses qu'il faut réfléchir, il faut faire. C'est vrai qu'au niveau de l'OMC, on va nous dire qu'en fait, vous ne devez pas le faire, mais tout le monde le fait. Alors pourquoi nous ne le ferons pas? Nous avons le droit aussi de faire comme les autres. On a le droit de protéger notre production locale et de la promouvoir. Du reste, Idrissa Ouedraogo est notre convoqué du jour pour cette audience du tribunal de l'actualité, le président de Forge Afrique, Bernard Bougman. Oui, justement, mais le maître mot, c'est de compter sur soi-même, sur ses ressources propres et tout. Voilà. Mais comment est-ce qu'on fait? Parce que on a plusieurs fois fait la promotion du consommation, ce que nous produisons, de produire ce que nous consommons. Ce n'est pas très bien compris. Dans certains domaines, ça commence à prendre, mais dans d'autres domaines, non. Mais la question, c'est pour y aller, c'est quel levier sur le plan économique qu'il faut d'abord activer? Déjà, si on disponible ces produits, ce sera déjà important. Est-ce que je disais qu'il faut que les structures de production puissent être suffisamment développées, et là l'État a un grand rôle à jouer dedans, et le secteur privé national aussi a un grand rôle à jouer dedans. Si déjà ces produits sont disponibilisés, maintenant faisons de sorte que les produits concurrents soient le moins disponible possible, en fermant les portes éventuellement. Mais le gros problème qu'on a aussi dans nos pays, notamment dans la sous-région, c'est du fait des accords qu'on a au niveau donc de l'UMOA et de la CEDEAO, c'est que nous sommes tenus d'accepter les importations de produits de la Côte d'Ivoire, par exemple, ou du Sénégal, ou de l'espace. D'accord? Donc, parfois on produit les mêmes choses. Et il se trouve que les pays, par exemple, comme la Côte d'Ivoire, sont plus compétitifs parce que le coût de l'électricité est moins cher, et le transport est relativement moins cher. Donc ils arrivent à produire, mais nous vendons moins cher chez nous. Et mieux, on a observé dans nos pays, je pris l'exemple, j'ai un de mes collègues, de mes amis qui m'a parlé du secteur, les vendeurs d'œufs, où il y a une année, on a observé qu'il y a des œufs qui viennent de la sous-région, qui viennent concurrencer en fait la production locale, et lorsque vous regardez, ce sont des œufs qui viennent d'Ukraine, qui venaient d'Ukraine. De si loin. Et moins cher et de mauvaise qualité du reste. Mais ça arrive dans nos pays, dans la sous-région, on estampille, on dit que c'est produit dans tel pays. Vous êtes obligé, vous êtes tenu de l'accepter, parce qu'ils disent que c'est d'origine UMOA ou d'origine CEDEAO. Voyez-vous. Donc il y a quand même des problèmes réels à ce niveau-là. Donc je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut peut-être sur lesquelles il faut travailler sérieusement. Et là, il faut qu'on ait des infrastructures sérieuses. Et il faut aussi que au niveau même de ces unions-là, le travail soit beaucoup plus sérieux et plus profond, et pour pouvoir donc et contrer ce type d'activité des opérateurs économiques. D'accord. Nous sommes un pays minier pratiquement. C'est ça. Mais l'État lui-même, il n'a pas une mine qui appartient à l'État. On dit ça c'est le tout, c'est là où l'État burkinabé vient chercher son or. Est-ce que c'est compréhensible? Oui, bon, en fait, à mon avis, je crois que, en général, dans ce genre de situation, il faut peut-être chercher à avoir des parts relativement importantes. Et puis, les accords qu'on signe avec les miniers, c'est faire de sorte quand même que l'État soit gagnant. Si vous signez des accords et vous n'avez pas la possibilité d'aller contrôler, vous ne savez pas quelle est la quantité d'or qui sort, vous ne savez pas qu'est-ce que vous produisez, etc. Et on vous dit, vous n'avez que un pourcentage infime sur la production. Le pourcentage infime, la part de l'État dans la production est faible, et la quantité produite réelle annoncée est relativement faible. À ce moment-là, effectivement, il y a un problème sérieux. Et je crois que ce sont les accords de base qu'il faut revoir et qu'il faut retravailler sérieusement pour pouvoir donc... Sinon, bon, produire de l'or, ça demande beaucoup de ressources, et le rôle de l'État, ce n'est pas de se substituer au secteur privé, et peut-être qu'il serait intéressant dans notre pays que le secteur privé national puisse tout mettre en œuvre pour s'accaparer, en tout cas être présent dans un secteur comme celui de l'or, qui représente quand même une part importante dans des exportations de notre pays. Alors vous venez justement de parler du secteur privé, et comment le secteur privé subit ce choc économique que traverse le pays, et
Aujourd'hui, quelles sont les possibilités ou les ressorts de ce secteur privé-là pour pouvoir supporter encore durablement cette situation, pour qu'on en vienne à une économie, vous n'aimez pas le mot, moi non plus, résiliente? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire comme support? C'est vrai que quand on regarde l'évolution de notre économie ces dernières années, on constate qu'effectivement, si on veut parler de résilience, c'est beaucoup le secteur tertiaire et le secteur des mines en fait qui sont réellement qui portent l'économie. Mais là encore, je crois que il faut que les administrations publiques ou les décideurs publics comprennent que nous avons dit que nous sommes dans une économie de marché et que le secteur privé est le moteur de la croissance. Et donc, il faut tout mettre en œuvre pour que ce secteur privé soit dans les meilleures conditions possibles. Et je pense notamment au climat des affaires, je pense notamment aux relations entre administration et secteur privé, parce que j'aime le dire, pour qui veut l'entendre, le sentiment que j'ai, c'est que l'administration publique de Burkina Faso ne considère pas le secteur privé comme un partenaire, il considère le secteur privé comme d'abord un concurrent et où il faut aller retirer des ressources, mais essayer de l'appuyer, on ne le fait pas. Or, à mon avis, je crois que la première des choses du secteur privé et du secteur public, c'est d'accompagner. C'est de compléter en fait les actions du secteur privé. Et malheureusement, on ne l'observe pas dans nos administrations publiques. Oui, on n'observe pas, alors qu'il faut accompagner le secteur privé. C'est ce secteur-là, vous l'avez dit, qui constitue le moteur aujourd'hui. Quelles sont les actions urgentes à mener pour accompagner justement le secteur privé et l'amener à tenir le choc, et pour qu'on sorte de cette situation, puisqu'il y a une économie de guerre qui entraîne aussi une guerre de l'économie parfois. Et qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour, malgré les ressources de plus en plus fortes qui seront allouées à la guerre, qu'est-ce qu'il faut faire pour accompagner le secteur privé, professeur? Voilà. Vous, par exemple, quand vous parlez d'économie de guerre, quand on regarde de façon générale là où il y a eu des guerres dans différents pays, et l'économie de guerre, entre autres choses, consiste à transformer ou en tout cas à divertir toute votre production vers la production de produits de guerre, notamment les armes, etc., etc. Mais quand vous regardez, on n'a absolument rien chez nous. Tout ce que nous faisons, on dit qu'on a besoin d'armes, c'est qu'on fait, on va acheter. On achète ailleurs, donc on envoie nos ressources vers l'extérieur. Or, si on avait mis en œuvre, et je crois que l'État aurait pu accompagner, on avait du reste dans le temps une société de cartoucherie chez nous qui n'existe plus. L'État aurait pu mettre en œuvre, nous sommes dans une situation où on a besoin. On court derrière, là actuellement je sais qu'on nous dit que nous avons des difficultés à pouvoir avoir des armes, nous avons des difficultés à avoir du matériel pour pouvoir mener la guerre. Mais pourquoi pas chercher à voir dans quelle mesure, et ça malheureusement c'est relativement court, mais je crois que ce sont des choses auxquelles il faut penser, c'est effectivement asseoir des structures qui nous permettent de répondre dans l'immédiat ce dont on a besoin. Et là, la question de la guerre, on en a sérieusement besoin. Et je reviens encore pour répondre de façon directe à votre question, c'est de dire qu'en fait, moi je crois que l'État doit peut-être asseoir en fait le secteur privé. Et d'ailleurs, je crois que l'État, en tout cas les administrations publiques savent quels sont les problèmes du secteur privé actuellement et essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait de façon concrète pour pouvoir résoudre ces problèmes-là et pouvoir amener le secteur privé à pouvoir participer. Parce qu'actuellement, c'est vrai que le secteur privé a peur d'incertitude. Quand il y a une incertitude dans un pays, une incertitude liée notamment à la situation sociopolitique et tout ça, il hésite à investir, mais donnez-lui toutes les garanties. Oui. Donnons ces garanties-là, à la limite, créons des structures qui peuvent les accompagner pour pouvoir donc avoir au moins la certitude, je veux dire pour ce qui est du privé national,
de pouvoir produire et de pouvoir engranger des ressources ou des revenus relativement substantiels pour elles. Donc actuellement, pour vous, l'État ne fait pas tout ce qu'il faut pour accompagner, pour amener le secteur privé à tenir ou à faire face à ce choc économique. Non, je ne suis pas très sûr que l'État le fasse, mais en tout cas, même si l'État le fait, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que quand vous regardez les agents du public, le secteur public, privé actuellement, vous comprendrez qu'en fait, ils sont dans une situation de désespoir, ils observent personne en réalité. Et j'aurais appris qu'il y a quand même un bon nombre de nos opérateurs économiques qui sont en train d'aller s'installer ailleurs, dans d'autres pays de la sous-région, pour pouvoir en fait faire prospérer leurs affaires là-bas. Et du reste, ils y prospèrent. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des hommes d'affaires aguerris et qui auraient pu faire quelque chose de sérieux chez nous. Et qui auraient pu faire quelque chose chez nous. C'est Idrissa Ouédraogo qui est notre convoqué ce jour à l'audience du tribunal de l'actualité. Oui, Bernard Bourgman. Bon, les pays qui ont avancé, notamment les pays, les dragons du Sud-Est asiatique, comme on les appelle, chaque pays a eu quand même un pilier sur lequel il s'est adossé. Il y en a qui se sont adossés sur la technologie, d'autres c'est sur l'agriculture. Mais en tout cas, il y a un pilier sur lequel le pays s'est adossé. Et puis bon, les autres accompagnent. Nous, c'est sur quoi d'ailleurs, c'est sur quel pilier nous pouvons nous reposer? Nous sommes, quoi qu'on dise, un pays dont l'agriculture est relativement très développée et très dominant et prégnant. Et ce que nous avons observé, quand vous regardez l'évolution de notre économie, on voit que le secteur agricole est fort, je crois qu'il représente 50% du PIB. Le secteur secondaire est moins fort, puisqu'il représente 20%, et le secteur tertiaire représente, je crois, 30%, ou c'est l'inverse. Dans tous les cas, ce qui est certain, ce qu'on observe, c'est que nous sommes partis d'un secteur primaire fort vers un secteur tertiaire relativement fort, avec un secteur secondaire qui est embryonnaire. Or, c'est ce secteur secondaire, là, je veux dire, secteur des entreprises qui produisent réellement, qui peuvent effectivement propulser l'économie. Et je crois que ce que nous devons faire, je reviens encore à ce que j'étais en train de dire, de produire ce que nous consommons, ce que nous produisons, ce que nous avons sur place, c'est de faire de sorte que la production agricole puisse être transformée sur place. De sorte que nous ne produisons pas pour exporter. Les gens, on exporte, les gens prennent nos produits, ils les transforment et viennent nous les vendre à très 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 cher. On peut produire, transformer et exporter. Et lorsque vous prenez n'importe lequel de nos produits, vous allez observer qu'effectivement, parce que la production, le produit brut, l'agriculteur gagne à peu près 5 ou 6% peut-être, dans 100 plus. Les intermédiaires, tous ceux qui prennent entre-temps, les intermédiaires gagnent beaucoup plus dans le système par rapport aux agriculteurs, et encore plus ceux qui transforment. Donc je crois qu'il faut essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons mettre un secteur industriel, un secteur secondaire fort et puissant, basé sur la production agricole, transformation agricole, c'est ce que nous produisons essentiellement, et aussi même l'histoire de l'ordre que vous avez signalé ici. C'est vrai que j'ai vu que les Maliens disent qu'ils vont essayer de raffiner l'or sur place, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est les choses auxquelles il faut y penser. Peut-être que ça va prendre du temps, mais c'est les choses auxquelles il faut penser. Parce que c'est effectivement là le plus important. Il ne suffit pas de produire et transporter, et on ne sait pas qu'est-ce qu'on envoie dehors, mais si vous produisez, vous transformez sur place, à mon avis, je crois que vous allez voir exactement ce que vous avez comme production nationale. En tout cas, à mon avis, je crois que c'est vraiment ce travail qu'il faut faire. Voir comment on peut transformer localement nos produits avant donc de les exporter. Alors que ce n'est pas les initiatives qui manquent ou qui ont manqué. Pendant la Révolution, il y a eu des initiatives. Sous le président Blaise Compaoré, il y a également eu des initiatives avec parfois des appuis même jusqu'au tracteur. Et la journée du paysan et tout. Sous le président Kaboré, il y a même une banque qui a été dédiée
au monde agricole. Donc il y a autant d'initiatives. Bon, je rappelle d'ailleurs que cette banque existait avant, donc il y avait eu l'époque la CNCA et autres, voilà. Donc, mais il y a eu toutes ces initiatives-là, mais à la fin ça ne marche pas, ou ça ne marche pas bien. Qu'est-ce qui fait que ça ne va vraiment pas? Autant d'investissements pour si peu de résultats de mon point de vue. Je ne minimise pas la part de la production agricole, mais j'estime que, compte tenu des investissements qui ont été faits, on aurait pu faire mieux. Tout à fait d'accord avec vous, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. C'est vrai que de façon générale, ces choses-là sont conçues au niveau donc du secteur public, au niveau de l'administration publique, sans parfois impliquer en fait les acteurs eux-mêmes. Lorsque vous dites que on va créer une banque ou bien on va mettre des infrastructures de production agricole, etc., et que vous considérez cela sans consulter ceux qui sont les premiers concernés, ils auraient pu quand même, ils peuvent, dans leur participation, dans leur façon de voir les choses, vous indiquer comment ils perçoivent les choses et qu'est-ce qu'il faut faire et vers où aller. Et malheureusement, en fait, on est toujours dans une posture de bureaucrate et qui fait qu'effectivement, on n'arrive pas à résoudre. Quand vous regardez, en général, on dit oui, qu'on a eu une démarche participative et inclusive, etc. Mais quand vous regardez dans le fond, la fameuse démarche participative et inclusive ne vient que lorsqu'on a tout bouclé, on vient donner les dossiers aux gens, on dit venez discuter de ça. Mais attendez, ils vont discuter de quoi? Ils vont modifier quoi pendant que le travail est déjà fait? Donc je pense qu'il faut vraiment une symbiose très forte entre les différents acteurs publics et privés. Entre différents acteurs, Idrissa Ouedraogo, président de Forge Afrique, est notre convoqué du jour à cette audience du tribunal de l'actualité. Nous parlons économie et nous parlons des problèmes de l'économie et burkinabé, aussi ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation imposée aussi par la guerre. Dans les problèmes que nous avons eus en 2022, il y a eu la suspension du Burkina, de l'African Growth and Opportunity Act, c'est l'AGOA, et du Millennium Challenge et compte MCA à la suite du coup d'État du 24 janvier 2002. Rapidement, professeur, comment cette suspension-là pèse aussi sur le climat ou sur l'environnement économique national, et est-ce que ce n'est pas aussi une opportunité de travailler à développer des initiatives endogènes pour se passer de ces aides? Oui, initiative endogène pour se passer de l'aide, ça c'est vraiment souhaitable, c'est ce qu'il faut faire. Mais il est aussi clair que dans l'état actuel des choses, on ne peut pas totalement se passer de l'aide. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de voir dans quelle mesure on peut avoir une aide qui nous départit, qui nous permet de nous passer de l'aide. Je crois qu'il y a un de nos célèbres... Bien sûr. Voilà, personnes qui nous ont... Il faut que l'aide nous permette de nous passer de l'aide. De nous passer de l'aide. Et je crois que c'est ce qu'il faut... dans les négociations qu'on fait, c'est ça, c'est vraiment, il faut qu'on garde cela à l'esprit. Maintenant, en fait, par rapport à ce que vous dites, l'AGOA, effectivement, l'AGOA permettait de pouvoir exporter un certain nombre de nos produits vers les États-Unis notamment, puisque bon, ce sont des pays quand même qui ont cette faveur-là et qui vous permet de pouvoir rentrer et d'exporter un certain nombre de vos produits sans douane, je crois bien. Bon, on nous en a privé, mais bon, quand vous regardez quand même les chiffres, hein, c'est vrai que on n'a pas su profiter en fait de cet acte de l'AGOA au moment où c'était disponible. Nous n'avons pas, notre secteur privé n'a pas été suffisamment dynamique pour en profiter, et ce qui fait que du fait même, on peut dire que la suspension, même si elle est sensible, elle n'est pas aussi importante que cela. Elle n'est pas si l'impact est mineur, ça c'est le premier élément. Par contre, par rapport au Millennium Challenge, ce qui était prévu dans le cadre donc du Compact 2, c'est vraiment nous permettre au Burkina Faso d'avoir une électricité moins chère et disponible et moins chère. Et là, c'est très important. Parce que si vous regardez, je parlais tout de suite de compétitivité par rapport aux autres États, aux États africains qui sont autour de nous, de l'UEMOA, de la CEDEAO. Et l'un des problèmes que nous avons, c'est le coût des facteurs de production et notamment le coût de l'énergie qui est relativement élevé dans notre pays par rapport aux autres pays. Donc si vous n'avez pas suffisamment d'électricité, l'électricité n'est pas de bonne qualité, il n'est pas suffisant, il est coûteux.
vous produisez, vous n'êtes pas compétitif par rapport aux autres. Je crois que là, effectivement, c'est une grosse perte pour nous, parce que ça nous aurait permis quand même de pouvoir avancer. Oui, et comment on appelle ça, nous sommes dans une logique où les 3 pays pensent également en fédération. Sur le plan économique, ça va demander aussi un autre travail. Quoi, par exemple? Une fédération, déjà, je veux dire, sur le principe, personnellement, je crois qu'il n'y a rien à redire. Hein. Il n'y a rien à redire. Ça peut être intéressant pour les pays qui se mettent ensemble parce que ça élargit votre marché et ça vous permet de pouvoir éventuellement être plus fort par rapport au reste du monde. Mais bon, le contexte actuel, à mon avis, ne s'y prête pas. Le contexte, à mon avis, ne s'y prête pas. On a d'autres choses à faire, on a d'autres soucis qui doivent aller au-delà de cette question de fédération. Et puis je me dis que bon, c'est ce que tout le monde dit, hein, une fédération c'est quand même une histoire des peuples, hein, et donc il faut avoir l'avis des peuples. Et je ne suis pas sûr que dans le contexte actuel on puisse faire un référendum, etc., pour avoir l'avis des peuples. Mais sinon dans le principe, sur un plan économique, à mon avis, je crois qu'il n'y a rien de tel. Ça nous aurait permis de pouvoir échanger le produit que nous avons au Burkina Faso, ceux qui produisent. Je prends un exemple simple, hein, les jus que nous produisons ici à Brodara, on peut les transférer, les envoyer rapidement à Bamako, en Guinée, et sans douane, etc., ça aurait élargi le marché de cette unité de production. Il y en a plus, et vice versa dans les différents sens. Je crois que là, à ce niveau-là, il n'y a aucun problème majeur. C'est une idée, j'allais dire, très favorable à la croissance économique. Une idée favorable à mettre en perspective. En tout cas, ce n'est pas le chantier du moment. Pour le moment, il nous faut sortir de la guerre. Il nous faut donc retomber sur nos pieds et avoir la quiétude pour notre pays. Blasé Ouédraogo, lui, il est catégorique sur le plan de l'économie. Il affirme que, je cite, l'économie du Burkina Faso a touché le fond de l'abîme et avant qu'il ne soit trop tard, agissons en patriotes qui aimons notre pays. Fin de citation. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la 5e et la dernière de la 10e semaine de l'année 2023 consacrée à la situation économique du Burkina. On en a dit juste un petit bout avec Idrissa Mohamed Ouédraogo, agrégé des facultés de sciences économiques et président du comité directorial du Centre Formation, Orientation et Recherche pour la gouvernance économique Forge Afrique. Merci professeur d'avoir honoré notre convocation. Merci beaucoup, le plaisir était pour moi. Merci à Bernard Bougman, seul juge assiégé à l'audience de ce jour. Merci. Merci, Président. Merci. Merci aux équipes techniques de réalisation menées toute cette semaine par Aimé Zoundi à la télévision et Alphonse Déduit à la radio. Quant à vous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truy TV, je vous redis Baka, Aniché, Fofo. Merci pour votre constante attention et pour votre fidélité renouvelée. N'oublions pas de soutenir toutes nos forces combattantes et ayons à cœur chacun de produire le changement, la paix et la quiétude que nous appelons de tous nos voeux pour la nation. Watt FM, c'est votre radio de référence. Truy TV, c'est votre chaîne de préférence. Et le tribunal de l'actualité, votre rendez-vous privilégié de décryptage des faits marquants d'ici et d'ailleurs, qui s'honore déjà de vous retrouver la semaine prochaine, mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.